La maladie de Stargardt, c'est une maladie récessive. C'est la deuxième maladie récessive la plus fréquente après la mucoviscidose. Et je vous rappelle aussi qu'une maladie récessive, il faut avoir les deux copies. Nous avons tous deux copies de nos gènes. Nous avons tous des fautes d'orthographe dans nos gènes. On n'est pas parfait. Et le risque, c'est de rencontrer un conjoint qui va avoir une faute d'orthographe dans le même gène. Cette probabilité reste faible puisque nous avons des dizaines de milliers de gènes. Le fait d'avoir deux gènes nous permet de nous reproduire, d'avoir deux copies de notre ADN. Dans l'ovule, on n'en place qu'une. Dans le spermatozoïde, on n'en place qu'une. Et la fusion des deux gamètes, spermatozoïde-ovule, va donner un être humain qui aura à nouveau deux copies. Donc ça nous permet, nous, d'avoir des descendants. Dans la maladie récessive, il faut donc avoir hérité d'une copie abîmée de sa mère et d'une copie abîmée de son père. Et les deux parents n'ont pas la maladie. Parce que dans ces maladies récessives, le fait d'avoir une copie qui fonctionne fait qu'on ne développe pas la maladie. Et c'est pour ça que l'approche des traitements va être différente dans les maladies récessives, puisque si on apporte à ce sujet, à cet enfant qui a les deux copies altérées, une copie qui fonctionne, il va devenir comme ses parents et ne pas avoir la maladie. À l'inverse, dans les maladies dominantes, une copie abîmée suffit pour faire la maladie, souvent parce que la copie altérée conduit à la production d'une protéine qui est soit toxique, soit qui va faire une fusion avec la copie normale, et donc on se retrouve dans une situation où on n'a pas suffisamment de protéines et où il y a un effet toxique. Et donc apporter une copie supplémentaire, vous risquez de donner 2 fois plus de substrat à la copie altérée pour être toxique. Donc dans ces maladies dominantes, il ne faut surtout pas apporter une copie complémentaire. Donc c'est la plus fréquente des maculopathies. Si on prend la cohorte de Montpellier, sur toutes les maculopathies, c'est pratiquement dans un cas sur deux une maculopathie de Stargardt. Ces maculopathies, elles affectent une région centrale qui est de très petite taille, mais qui est essentielle pour la vision centrale. C'est notre 10/10e, c'est ce qui me permet d'analyser un visage, c'est ce qui me permet de lire, c'est ce qui me permet aussi d'appréhender le contraste et dans une certaine mesure le relief. Ce qui fait que dans ces maculopathies, on a les mêmes symptômes que dans la plus fréquente des maculopathies, la DMLA. C'est des patients qui ne reconnaissent plus les visages de leurs proches, c'est des patients qui ne peuvent plus lire, et pourtant, s'il y a un éléphant sur le côté, ils vont le voir. Mais ce qu'il y a dans l'assiette, ils ne le verront pas. À l'inverse, dans les rétinites pigmentaires, c'est la périphérie rétinienne qui est impactée, et cette périphérie, c'est un peu notre vision d'alerte. Il y a quelque chose qui nous arrive sur le côté, c'est une menace, et cette menace, pour l'identifier, je vais la fixer. Donc quelqu'un qui a une maculopathie peut voir sur le côté, et quand il va fixer ce qu'il a détecté, il le perd, et il ne sait plus où est la chose. Donc cette vision périphérique, grosso modo, elle culmine à 1/10. Sa fonction n'est pas de vous permettre de lire. Ce qui fait que quand on a une maculopathie, on va apprendre à décaler, à utiliser un peu cette rétine périphérique. Donc on peut la rééduquer pour être entre 1 et 3/10, mais pas tellement au-delà. Donc une maculopathie, c'est la vision centrale, c'est donc l'acuité visuelle, c'est la vision des contrastes, la vision des couleurs, la vision des reliefs que l'on peut tester par le champ visuel, par la vision des couleurs, par la vision des contrastes notamment. Dans l'imagerie, quand on regarde la rétine de ces patients, il n'y aura pas de lésion en périphérie, il y aura une intégrité des vaisseaux et de la papille. Car les vaisseaux ont un calibre diminué où la papille, qui est le câble qui va donner l'information, devient pâle lorsqu'il y a une atteinte plus diffuse. Dans cette maculopathie de Stargardt, si on prend stricto sensus la maculopathie, en fait, il y a 2 entités d'ores et déjà. Il y a la forme de l'enfant qui va toucher un enfant de 8-12 ans et qui va donner une baisse d'acuité visuelle parce que là, on est en plein centre de la macula. On est au centre du centre. On est dans le 10/10. Donc, c'est des enfants qui vont avoir une baisse de la vision centrale, mais qui pourront poursuivre une scolarité avec un aménagement, des systèmes de tablettes, des systèmes d'agrandissement, mais qui auront une scolarité en structure classique. Et puis, le deuxième pic, c'est l'adulte de la cinquantaine. Et là, on est un peu différent. C'est un peu différent. C'est toujours la zone centrale, mais on est en péri du centre. On est dans le centre, mais en péri du centre du centre.
Et c'est donc des patients qui vont avoir pendant longtemps 10 dixièmes, mais un handicap qui est lié à l'atteinte péricentrale. Quand j'utilise mon environnement ici, j'utilise ma vision péricentrale et pas que la vision pour pouvoir lire l'ordinateur. Et puis ensuite, il y a une forme différente qui va être plus diffuse. C'est le même gène et qui va donner une atteinte centrale puis périphérique. Et là, on parle plutôt de dystrophie de type cône bâtonné. Mais dans ces dystrophies de type cône bâtonné, de transmission récessive, dans ce sous-groupe avec cette transmission récessive, le gène ABCA4 est le gène prédominant. Donc chez l'enfant, c'est vraiment le centre du centre, c'est la dépression fovolaire qui est impactée d'emblée. Et c'est des enfants qui vont passer de 10 dixièmes à 1 dixième en un an. Donc c'est une évolution extrêmement rapide, mais avec des capacités d'utiliser la région péricentrale et la capacité à compenser, ce d'autant qu'ils sont jeunes et qu'ils ont un cerveau capable de plasticité. On a vu tout à l'heure que dans ces pathologies, il y avait des stades de discordance entre les difficultés de vision et ce que l'on voit au fond d'œil, où on peut avoir très peu d'anomalies. Et dans cette maladie de Stargardt, notamment de l'enfant, on peut avoir un enfant à 2 dixièmes. L'ophtalmologiste regarde le fond d'œil et il ne note pas d'anomalie. Parce que initialement, les signes sont très peu marqués. On ne les verra que quand on utilise une imagerie, et ce qui nous a beaucoup aidé dans la classification de ces maladies, parce que pour pouvoir chercher des gènes, il faut quand même classifier la maladie. Et dans cette classification de la maladie, c'est vraiment les clichés en autofluorescence. Ce qui éblouisse beaucoup, c'est cette lumière bleue qui n'est pas facile, mais qui nous permet de cartographier la topographie des lésions, et c'est ce qui nous permet de détecter des stades que l'on ne voit pas, que l'on ne documente pas si on fait un examen du fond d'œil, même pupille dilatée, avec nos petites lentilles que l'on peut utiliser auparavant. Donc la révolution dans la classification, dans le diagnostic précis clinique, puis donc le diagnostic génétique précis, c'est à la fois l'imagerie et c'est aussi les techniques de séquençage. Chez l'adulte, c'est l'inverse. Le centre du centre, la fovéola, cette zone où il y a une dépression physiologique qui nous permet le 10 dixième, cette zone-là est respectée. Et c'est une atteinte juste autour. On est à quelques microns, mais comme le centre du centre, celui qui nous permet réellement le 10 dixième n'est pas touché, eh bien, l'adulte va garder pendant très longtemps, peut-être plusieurs décennies, un 10 dixième, mais être extrêmement handicapé par l'atteinte juste autour du centre du centre. Dans cette maladie, qui a quand même 3 modes de présentation, la forme de l'enfant, qui est une atteinte du centre, la forme de l'adulte, qui est une atteinte péricentrale, et la forme plus diffuse, il y a un seul et unique gène, qui est le gène ABCA4. Et donc, un sujet qui a la pathologie a les 2 copies du gène altérées. Il ne peut pas produire la protéine physiologique. Et dans ce contexte, une des approches de traitement idéal, c'est d'apporter une copie qui fonctionne, qui permet d'avoir une protéine qui remplit sa mission. D'où la thérapie génique. La rétine, c'est un couple absolu, d'une fidélité. Quand l'un est malade, l'autre va être malade. Si le premier est malade, le second le sera après. C'est ce couple épithélium pigmentaire photorécepteur. Le noble, c'est le photorécepteur, c'est lui qui capte la lumière. Mais pour pouvoir travailler, il faut qu'il ait quelqu'un qui soit totalement dédié à lui, et c'est le rôle de l'épithélium pigmentaire, qui le nourrit, qui lui enlève ses déchets, qui lui permet de bien se tenir et qui lui permet de tout échanger. Il n'y a pas de photorécepteur sans épithélium pigmentaire, il n'y a pas d'épithélium pigmentaire sans photorécepteur. Donc dans ces maladies, si on veut traiter, c'est apporter le couple épithélium pigmentaire photorécepteur et guérir les cellules impactées par le défaut de la protéine. ABCA4, il intervient dans le cycle visuel. Donc c'est lui qui nous permet d'utiliser la vitamine A, qui va se fixer sur le capteur de la lumière, et c'est à nouveau la vitamine A associée à la rhodopsine pour les bâtonnets, ou la vitamine A associée aux opsines des cônes, pour pouvoir capter la lumière et la convertir. Ce temps-là fait qu'on va passer
d'une forme qui est capable de s'associer à notre capteur de lumière, puis une fois que le photon a été détecté, cette vitamine A n'est plus fonctionnelle, donc il faut la recycler. Et c'est là où intervient ABCA4. Il permet de réactiver, avec d'autres enzymes bien sûr, tout ce cycle visuel. Si ABCA4 ne fonctionne pas, il va y avoir une accumulation, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le cycle sans toxique, vous allez accumuler dans votre photorécepteur des toxiques. Ces toxiques, c'est ce qu'on appelle la lipofuchine, les A2E, ce sont des détergents de membrane. Quand on met du savon autour de cellules, les cellules éclatent. C'est un peu ça, la lipofuchine, ça va faire éclater ces cellules. Pourquoi en fait c'est l'épithélium pigmentaire qui va être touché? Parce que l'épithélium pigmentaire, il dégrade les capteurs du photorécepteur. Donc il y a un renouvellement permanent de ces capteurs. Donc l'épithélium pigmentaire, il mange des capteurs truffés de détergents. Et à un moment donné, lui, il va aussi être abîmé. Et une fois que l'épithélium pigmentaire disparaît, il doit déjà servir 20-25 photorécepteurs, il y a 20-25 photorécepteurs qui n'ont plus leur esclave pour travailler. D'où après l'impact sur les photorécepteurs. Donc c'était un peu ce résumé, c'est un couple, l'épithélium pigmentaire, les photorécepteurs, et le mécanisme, c'est ce cycle visuel. Alors ça ouvre des perspectives de traitement. La maladie de Stargardt, elle a été décrite au début du siècle précédent. On connaît un peu son histoire naturelle. Quand je vous dis c'est l'enfant, c'est à peu près 1 an pour passer de 10 dixièmes à 1 dixième, que chez l'adulte, la zone fovéolaire, le centre du centre, tient longtemps. C'est parce qu'on a aussi ce recul. Et maintenant qu'on a aussi la physiopathologie, c'est une possibilité de dire comment faut-il faire? On a vu qu'il y a une accumulation de détergents. On a vu que le stress lumineux, c'est produire des molécules d'oxydation. Et les cellules n'aiment pas être oxydées par définition. Donc, dans la maladie de Stargardt, première recommandation, ne pas se supplémenter en vitamine A. Vous allez permettre la production permanente de dérivés toxiques. Donc, ça veut dire ne pas manger du foie gras, des caviars tous les jours. Vous pouvez manger des kilos de carottes parce que ce n'est pas la forme que l'on utilise au mieux. Donc, il faut éviter l'huile de foie de morue. Mais bon, ça ne se fait plus, c'est plus à la mode, mais voilà. Il faut se protéger de la lumière, c'est-à-dire utilisons le cycle visuel, mais quand on en a réellement besoin. Et il faut avoir une alimentation qui est variée et équilibrée parce qu'elle va vous apporter les antioxydants. Le tabac, pourquoi? Parce que ça favorise l'atrophie au centre. Ça a été prouvé dans des grandes cohortes de DMLA. Et dans la DMLA, il y a quand même un petit point commun avec le Stargardt, c'est l'accumulation de ces déchets, c'est cette accumulation de la lipofuchine. Donc c'est démontré pour la DMLA, donc on peut l'extrapoler quand même à la maladie de Stargardt. Et puis le sport 1 heure par jour, c'est pour booster nos mitochondries, qui elles aussi sont indispensables à la fonction cellulaire. Donc quand on reprend un petit peu un seul gène, ABCA4, c'est une maladie récessive. Donc on pourrait apporter la copie, c'est la thérapie génique. On pourrait modifier le cycle visuel pour ne pas arriver à produire ces déchets. Donc faire des leurres dans le cycle visuel, ça peut permettre aux opsines, à la rhodopsine, aux capteurs de la lumière de fonctionner, mais on n'a pas l'accumulation. Ou diminuer la disponibilité de la vitamine A au niveau de l'œil. Parce que la vitamine A, elle est stockée dans le foie, elle va passer dans le sang et on capte dans le sang, les tissus captent cette vitamine A. Donc si on diminue cette disponibilité quant à la capture dans le sang, on va aussi diminuer sa localisation dans l'œil. Néanmoins, il y a une atteinte de la vision centrale. Donc le schéma théorique, ce à quoi on veut arriver, c'est à traiter les cellules et à apporter des cellules au centre. Donc, apporter des cellules au centre, on peut prélever la peau d'un patient, donc c'est ses propres cellules, on les dédifférencie en bébés, en cellules souches, on les redifférencie en ce couple épithélium pigmentaire photorécepteur, et ces nouvelles cellules, on va les traiter pour qu'elles aient une copie, au moins une copie,
de la protéine ABCA4 qui fonctionne bien et qui ne mettra pas en situation critique les cellules à portée. Ça, c'est l'objectif du traitement, en sachant qu'actuellement, l'étape la plus compliquée, c'est de positionner ces feuillets de cellules traitées, épithélium pigmentaire photorécepteur, et d'obliger ces cellules à se connecter avec le deuxième neurone, la cellule bipolaire, puis la cellule ganglionnaire. Tous les essais de thérapie sont référencés sur un site qui est clinicaltrials.gov, où vous pouvez rentrer le nom de la maladie, le nom du gène, et vous aurez les essais référencés agréés. Si on tape ABCA4, on a 45 études, dont 28 sont interventionnelles. Alors certaines, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. L'alimentation variée équilibrée, poisson 3 fois par semaine, ça vous apporte le DHA. Les oméga-3, on joue sur des huiles différentes, pas que de l'huile d'olive dans le sud. Il faut varier l'apport en huile pour varier le type d'apport en oméga. Donc on peut le faire déjà par l'alimentation. Il y a même une étude, c'est en Colombie, sur l'acupuncture dans le Stargardt. Un peu plus hermétique. Après l'acupuncture, ça peut être agréable, mais bon. Donc avoir une copie fonctionnelle, c'est la thérapie génique. La particularité du gène ABCA4, c'est que c'est un gène long. Et pour avoir un transporteur, parce qu'il faut amener le matériel génétique qui va permettre de produire la protéine dans le cytoplasme de la cellule, si vous le laissez hors de la cellule, ça va être dégradé, ça va être considéré comme un déchet ou une structure étrangère. Donc il faut l'amener dans le cytoplasme au moins de la cellule. Il y a eu un premier essai, il y a déjà 10 ans, je pense facilement, sur cette thérapie génique, où on utilisait ce qu'on appelle un lentivirus. Il était inoffensif, mais les lentivirus ont cette particularité de pouvoir porter des grosses structures d'ADN. Et il y a eu beaucoup de réactions inflammatoires. Est-ce que le produit était immunogène? Oui, non. Est-ce qu'il y a eu des raisons budgétaires aussi? On ne sait pas trop. Et grosso modo, on s'oriente plus pour ce gène sur des recherches où on va dire c'est pas grave, on va couper le matériel génétique en deux et on va permettre à ce matériel qui va être transporté cette fois-ci par un adénovirus qui est très bien toléré, une fois qu'ils sont dans la cellule, de se recombiner pour faire la protéine comme il faut, dans le bon sens, tout étant bien codifié et bien géré. Donc ça, c'est des techniques où il y a des startups, notamment sur Nantes, qui travaillent sur cette approche avec plusieurs transporteurs. Et puis, on a eu un autre bénéfice, c'est tout ce qui s'appelle les organoïdes, les cellules souches, les IPS, qui permettent de tester aussi des molécules. On a des cellules en souffrance qui viennent de cellules de patients, et on teste, est-ce qu'elles survivent mieux quand on met tel médicament, à quelle dose, etc. Donc on a des outils pour évaluer à la fois des médicaments, mais aussi ces petites techniques qui permettent d'aller corriger les fautes d'orthographe. Est-ce qu'on est efficace? Est-ce que ça marche bien? Donc, par ces outils de cellules, on s'affranchit d'aller trouver les animaux qui correspondent à la pathologie. La souris, c'est bien, mais elle n'a pas vraiment de FOVEA. Les primates, c'est quand même compliqué d'en avoir. Est-ce que c'est éthique aussi? Donc, c'est bien d'avoir un modèle cellulaire qui permet de gagner du temps aussi et d'avoir des réponses, ce qu'on appelle la preuve de concept. Ça fonctionne sur un matériel cellulaire. Dans ces thérapies médicamenteuses, l'idéal, c'est d'utiliser des molécules qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché. Ça permet de s'affranchir de la lourdeur de la validation d'un médicament. Alors, il y en a un qui avait été utilisé, c'est l'isorétinoïde. C'est une molécule qui est proposée dans le traitement de l'acné. Donc, on avait proposé à certains patients Stargardt d'en prendre. Le seul souci, c'est qu'aux doses où il faudrait les prendre pour être efficaces, il y a quand même un risque. Vous savez que le traitement de l'acné, le problème, c'est que ça peut induire des risques suicidaires. Donc, ce n'est pas l'objectif d'un traitement d'être aussi agressif. Donc, ça a été arrêté. Il y a des tests sur des antidiabétiques qui peuvent jouer aussi potentiellement sur le cycle visuel. Donc, il y a une étude en cours avec 38 patients. Donc, attendons les résultats.
Et puis, nous, on a 2 pistes sur Montpellier, avec aussi un partenariat avec l'Institut de la Vision. La première piste, c'est l'utilisation d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et ça a été une observation d'un collègue ophtalmologiste qui s'est dit, tiens, c'est surprenant, j'ai des patients qui sont traités pour hypertension artérielle, et finalement, ils décrivent qu'ils sont mieux. Et sa stratégie, c'est de proposer une formulation en collyre. L'avantage du collyre, c'est que même si on a une tension artérielle normale, on ne risque pas l'hypotension artérielle en prenant le traitement par voie générale. Et il y a une pénétration en plus de la molécule dans l'œil, au travers de la cornée notamment. Donc il y avait un témoignage, mais le son ne marche pas. C'est une cardiologue, donc elle peut se prescrire des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Elle est d'origine tunisienne, donc elle peut aller chercher le collyre en Tunisie. Donc elle a vraiment, c'était son interview, puisqu'elle a eu des phases où elle prenait le traitement, où elle l'avait arrêté, où elle le reprenait. Et il y a vraiment eu une fluctuation de son ressenti visuel, de son acuité visuelle, pas toujours, puisqu'elle a, je vous rappelle, cette atteinte péricentrale. Donc le centre, il est à 10/10 pendant très longtemps. Mais elle décrivait très bien que les choses étaient beaucoup plus simples, qu'elle était beaucoup moins gênée par son atteinte péricentrale. Alors c'est sûr, c'est un seul cas clinique, mais ça corrobore un petit peu les remarques qui avaient été données par un de nos collègues tunisiens sur ces patients sous inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Dans ces essais à venir, il y a aussi diminuer la quantité de vitamine A qui peut arriver jusqu'à l'œil. Donc ça, ce sont des essais qui sont encore en cours, hein, toujours sur peu de patients initialement, et aussi, c'est d'abord des études de toxicité, et est-ce que c'est bien toléré? L'écueil un petit peu de nos études et des essais, et c'est là où on doit avoir un rôle, et c'est là aussi où les associations ont un rôle, parce que vous dites oui, c'est lent, oui, on veut que ça aille plus vite, indiscutablement. Mais peut-être qu'il faudrait regarder le fait qu'on a gagné peut-être 15-20 ans ensemble. Ce qu'on fait en 30 ans, on aurait peut-être mis 60-70 ans pour le faire. Le fait d'avoir initié des centres de référence, le fait d'avoir des associations, c'est mettre du poids sur les politiques pour qu'il y ait des actions communes. Donc oui, c'est lent, on reste sur des structures neuronales, on reste sur du cerveau, mais je trouve que le cheminement qui est fait depuis je décris une maladie jusqu'à je comprends sa physiopathologie, je vois qu'il y a des transporteurs plasmatiques, il y a des récepteurs, 2 types de récepteurs pour la vitamine A dans les tissus cibles, c'est quand même une voie pour aussi utiliser des médicaments. La difficulté dans ces pathologies, c'est qu'elles sont rares. Quand je veux évaluer un médicament pour la DMLA, j'ai 2000 patients en même pas 6 mois que je peux inclure. Quand je veux évaluer un traitement pour un cancer, j'ai un nombre important de patients et à 1 an, je peux dire j'ai changé l'espérance de vie. Dans une pathologie qui évolue lentement, ou sur 2 ans, il y a peu de modifications, ou sur 5 ans, on a du mal à montrer l'évolution parce que c'est une évolution lente, même si le ressenti du patient peut être différent, comment on peut changer les concepts d'évaluation? Quand on fait des études sur des médicaments, c'est des preuves statistiques qui sont données. Comment vous faites des statistiques sur une cohorte de 30 patients? Vous faites dire aux statistiques ce que vous voulez. Et si on nous demande d'en voir 200 et d'en inclure 200, c'est encore 5 années de plus, c'est encore beaucoup d'argent en plus. Donc, qui suit? C'est pour ça qu'il faut peut-être reconsidérer nos critères, dire déjà on stabilise. Dans toutes les pathologies, quand on a un médicament, on lui demande de faire mieux. Mais dans ces pathologies, c'est peut-être simplement d'arrêter et pas faire mieux. C'est quels outils pour être plus précis? Quand on vous fait des champs visuels, vous l'avez tous vécu, en fonction de votre état de fatigue. Ah oui, mais là, docteur, j'ai pas bien dormi cette nuit, c'est normal. Oui, et l'acuité visuelle, pareil. Il y a des périodes où on est moins bien. C'est plus compliqué en hiver, c'est plus compliqué quand il y a moins de contraste. Donc, comment on évalue tout ceci? Et c'est peut-être aussi des techniques de réalité virtuelle qui vont nous aider, parce que ça permet d'évaluer les gestes au quotidien, de quantifier la difficulté. Le Street Lab, c'est un peu ça, c'est reproduire les capacités de déplacement pour être plus pertinent. Et puis, il y a de toute façon cette obligation de faire un diagnostic clinique, de faire un diagnostic génétique, et ça c'est le rôle du plan génomique et des panels qui ont radicalement changé les choses, parce que pour traiter, il faut avoir la preuve génétique,
pour être spécifique au gène. Et puis, il faut pouvoir traiter tôt. Si on met 30 ans pour trouver le gène, c'est un peu plus compliqué. Donc, de toute façon, on a l'obligation de faire un diagnostic clinique précis, un diagnostic génétique précis, et de pouvoir proposer tôt, donc de détecter les patients plus tôt pour pouvoir les traiter plus efficacement, même si paradoxalement les essais cliniques, c'est inclure des patients à des stades évolués, parce qu'à ces stades évolués, c'est aussi évaluer la tolérance, l'absence de toxicité avant de proposer un traitement à un enfant. Mais on sait aussi que sur ces cas évolués, c'est compliqué de démontrer qu'il y a une réponse. Et donc, c'est compliqué de passer à ces fameuses phases 3 où on peut inclure plus de patients. Donc, il y a un peu un paradoxe de qui est traité en premier. Il y a ce paradoxe du nombre de patients qu'on pourra inclure. Et tout ça fait qu'on doit conceptualiser différemment l'approche et les essais cliniques pour ces maladies rares. Alors qu'on a aujourd'hui des outils qui vont et qui sont à même de nous permettre de radicalement changer les choses. Je vous remercie. On a des questions dans l'audience ? Bonjour. Dans les symptômes décrits de la maladie de Stargardt, ils sont assez similaires aux symptômes de la RP Conrod. Est-ce qu'on pourrait envisager que les traitements proposés pour Stargardt soient similaires à ceux de la RP Conrod avec le gène PROM1 ? Le gène PROM1, il peut donner aussi des maculopathies isolées. D'accord ? Le souci, c'est que c'est un mécanisme qui va conduire à la souffrance de ces cellules. La perte des cônes dans PROM1, c'est le même résultat, mais ce n'est pas le même mode que pour le Stargardt. Donc, ce qui s'applique au Stargardt, à part les recommandations des antioxydants qui sont protecteurs pour des cellules en souffrance, c'est compliqué d'extrapoler. C'est comme si vous me disiez, je suis diabétique, il y a un traitement qui marche. Oui, mais le diabétique, il peut avoir des états de fatigue et l'hypertendu aussi. Alors, le traitement de la fatigue, entre guillemets, du diabétique, je vais le proposer aussi à l'hypertendu. Ce n'est pas le même mécanisme. Donc, on est vraiment dans quelque chose, oui. Qu'est-ce qui conduit à la perte des cônes ? Et ça, Serge vous en parlera, il a des approches aussi de traitement. Mais si on va dans la physiopathologie, il faudra être spécifique de la chose. Et pour chaque gène, c'est comprendre... Alors, il y a peut-être des dénominateurs communs. C'est vrai qu'on pourrait avoir, par exemple, les gens qui travaillent sur la perte cellulaire, l'apoptose, ils vont vous dire, finalement, à un moment donné, il y a ça comme souffrance, et tout au bout de la chaîne, ce qui va conduire à la perte cellulaire, on va peut-être avoir un dénominateur commun. Mais l'idéal, quand même, c'est de mettre la cellule en situation de mieux fonctionner. Donc, de toute façon, on revient souvent sur le principe de traiter ce qui est à l'origine. Ce qui n'exclut pas, dans certaines formes, de dire on va traiter le dénominateur commun. Mais qu'on le veuille ou non, c'est quand même plus aller en amont.